Nous nous sommes déplacés de quelques mètres à peine dans un lieu qui sera visité dans quelques jours par des milliers de curieux, le musée Coca-Cola dont le siège se trouve, coïncidence, à Atlanta. Alors bien sûr, la grande question que tout le monde se pose, c'est de savoir si Coca a acheté les Jeux d'Atlanta au détriment de ceux d'Athènes. Nous avons longuement enquêté sans avoir réussi à trouver assez de preuves pour étayer cette troublante coïncidence. Reste que la firme Coca-Cola est connue dans le monde entier et elle est bien décidée à faire de ces Jeux Olympiques la plus grosse opération de toute son histoire. Voici la chronique d'un succès planétaire qui a commencé il y a tout juste 110 ans. Coca-Cola, la soif de vendre, c'est un reportage de Pascal Golomer et Philippe Montoisy. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous salue, je vous dis bonsoir au nom de Coca-Cola, n'est-ce pas? À tous ceux qui ont déjà bu Coca-Cola, je vous souhaite la bienvenue. Je vous demande gentiment de rester là où vous êtes, n'est-ce pas? Eh bien, mesdames et messieurs, l'heure est venue de déguster votre boisson préférée, n'est-ce pas? L'heure est venue, mesdames et messieurs, de ne pas bouger d'un seul iota parce que dans quelques petites minutes seulement, l'instant du bonheur va commencer pour tous et pour toutes. Mais mesdames et messieurs, avant, eh bien, cet instant de bonheur, voici, mesdames et messieurs, Always Coca-Cola. Ce soir-là, le Carpodium fait étape à Yamoussoukro. Tout au long de l'année, il sillonne les routes de Côte d'Ivoire pour prêcher la bonne parole et l'animateur connaît son métier. On dit dans le lobby, Coca-Cola, c'est ma boisson préférée. Coca-Cola du matin en bois. Coca-Cola du matin en bois. Hier, vous avez consommé combien de bouteilles de Coca là? Hier, je n'ai rien. Pourquoi? Je n'avais pas les sous. Parce que vous n'avez pas les sous. Parce que vous n'aviez pas les sous hier, vous n'avez pas bu de Coca. C'est pas bien grave. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui savent danser le Nawa là? Il y a plein. Après que vous, parce que tout à l'heure on va faire le concours des Nawa pour prix, n'est-ce pas? Bertricot Coca-Cola. Musique et concours de danse pour l'ambiance avec des t-shirts à gagner. Mais la seule, la vraie vedette, c'est la bouteille. Aujourd'hui, dégustation gratuite pour les heureux élus, la bouteille omniprésente, car chez Coca-Cola c'est l'obsession. Le produit doit sans cesse se rapprocher du consommateur, toujours à portée de main, toujours sous les yeux. Car lorsque le consommateur aura soif, il pensera Coca, et Coca augmentera ses ventes. Une équation simple, appliquée aujourd'hui dans 200 pays à travers le monde. Le quartier général. C'est ici, au siège d'Atlanta, que se définit toute la stratégie, continent par continent, pays par pays. 5000 personnes qui tracent les objectifs et qui surveillent semaine après semaine l'évolution des ventes. Marbre et costume gris, austérité, tradition, la multinationale se veut discrète et n'aime guère ouvrir ses portes, même si parfois certains rêvent à haute voix. Ce que je veux, c'est trouver une bouteille comme celle-là dans les mains de 5 milliards 600 millions de personnes, partout dans le monde, quand ils se lèvent le matin. 5 milliards 600 millions de personnes qui se lèvent en ayant soif chaque jour. Même s'il n'y a pas de logo dans les rues, pourvu qu'il y ait une bouteille dans toutes les mains. Voilà notre objectif. Des bouteilles ouvertes, évidemment, pour qu'ils puissent les boire. En tout cas, chez Coca-Cola, on se doit d'avoir une bouteille ou un verre à la main devant la caméra. Toutes les occasions sont bonnes pour s'offrir une publicité gratuite pour donner soif aux téléspectateurs. Les produits Coca-Cola sont consommés pour l'instant 834 millions de fois par jour et les salariés eux-mêmes montrent l'exemple. Plus de 8 litres par personne et par an, en moyenne, soit près de la moitié des boissons non alcoolisées vendues dans le monde. De quoi drainer vers Atlanta 90 milliards de francs de chiffre d'affaires. Et c'est à Atlanta que l'histoire a débuté. Dans une pharmacie, il y a tout juste 110 ans, le docteur Pemberton mit au point un sirop à base de feuilles de coca et de noix de cola, vendu 5 cents le verre.
Il y a ajouté de l'eau gazeuse, par erreur, dit la légende. Son associé suggéra le nom et le dessina. Le dessin n'a pas changé depuis. 2 ans plus tard, Pemberton vend son produit à un homme d'affaires, Asa Candler, pour un peu plus de 10 000 francs. La Coca-Cola Company est créée en 1892. L'histoire s'accélère avec les premières mises en bouteille, la bouteille qui prendra sa forme définitive dès 1916. Des centaines d'usines s'ouvrent à travers les États-Unis, puis à l'étranger. Mais c'est la Deuxième Guerre mondiale qui va propulser la marque vers les sommets. En 1941, Robert Woodruff, le patron de l'époque, veut voir chaque soldat américain acheter une bouteille de coca pour 5 cents, où qu'il soit. Objectif ambitieux, mais en juin 1943, le général Eisenhower lui-même donne un sérieux coup de main en réclamant depuis son quartier général d'Afrique du Nord la construction par l'armée de 10 usines d'embouteillage. Coca-Cola a soutenu le moral de l'armée américaine, mais c'est l'armée qui a financé le développement de Coca-Cola à l'étranger. Les Américains ont gagné globalement sur le plan mondial la Deuxième Guerre mondiale et toutes leurs marques ont été propulsées par les GI en Europe et sur le front asiatique. Et c'est devenu la boisson des gagneurs, la boisson de ceux qui ont gagné. Des marques de cigarettes en ont aussi profité d'ailleurs, hein, des marques de chewing-gum aussi. Mais Coca-Cola a été boostée par la Deuxième Guerre mondiale. Désormais, pour le monde entier, c'est la boisson des gagneurs. Et Coca-Cola devint ainsi une marque mondiale, à peu de frais, à partir d'un produit dont on sait finalement bien peu de choses. Défense d'entrée. À 2 pas du circuit du Castellet, près de Toulon, voici l'une des 4 grosses usines qui fabriquent le concentré Coca-Cola dans le monde. Aucune trace de la marque. Le site appartient pourtant à la compagnie, mais elle a choisi un pseudonyme. Question de discrétion. Le lieu est stratégique, on élabore ici tous les concentrés de la gamme pour 30 pays, 190 formules différentes. Le Coca-Cola, lui, est unique, paraît-il, quel que soit le pays. Impossible de le vérifier, le mystère fait aussi partie de la recette. Tout ce que je vous dirai, vous le savez déjà, il suffit de regarder une boîte pour le voir. Dans le Coca-Cola, il y a du caramel, il y a de l'acide phosphorique, et puis il y a des arômes naturels. Et sur ces arômes naturels, je ne vous dirai rien. Est-ce que vous les connaissez, ces arômes naturels? Non, et même si je les connaissais, je vous dirais que je ne les connais pas. Donc la formule est secrète et reste secrète. La formule est secrète et je pense qu'elle restera encore bien longtemps secrète. On ne nous montrera rien d'autre. Coca-Cola entretient le secret parce que le secret intrigue le consommateur. Et un consommateur intrigué viendra peut-être plus rapidement acheter la bouteille, tactique commerciale. Voilà les concentrés arrivés à destination dans l'usine d'embouteillage d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais c'est seulement en mélangeant ces 2 flacons qu'on obtient le vrai concentré Coca-Cola. Une potion imbuvable à l'état brut. Certains y auraient décelé des huiles essentielles d'orange, de coriandre, de noisette et de cannelle. La feuille de coca, elle, a disparu depuis 1903. Une fois ajouté l'eau, le sucre et le gaz carbonique, ces 2 flacons suffisent à mettre en bouteille 3000 litres de boisson. Un concentré que Coca-Cola vend à tous ses embouteilleurs dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire le prix auquel vous achetez le concentré que vous livre Coca-Cola? Non, je ne peux pas vous le dire. Parce que ça, c'est un secret. C'est un secret. Et vous le savez? Bien sûr. Mais vous ne me le direz pas? Non. Un prix inférieur en tout cas à celui pratiqué en Europe, jusqu'à 15 fois moins cher. Coca-Cola fait de gros profits dans les pays industrialisés. En Afrique, il s'agit d'abord de vendre beaucoup pour inonder le marché. Jean-François Pétel se sent un peu chez lui ici. Il dirige toutes les activités de Coca-Cola en Afrique de l'Ouest. Et lorsqu'il visite l'usine à nos côtés, il demande tout naturellement à l'embouteilleur de lui ouvrir une bouteille. C'est si bon devant la caméra. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'une maladresse. Jean-François Pétel ne tarit pas d'éloges sur son embouteilleur. L'usine appartient au groupe français Castel, très bien implanté dans la région, un poids lourd dans le secteur des boissons. Mais son représentant sur place n'est guère bavard, c'est la tradition de la maison. Les produits Coca-Cola, c'est pourtant aujourd'hui 80% de l'activité de l'usine. 13 millions de bouteilles, toutes consignées. Chacune fera au cours de sa vie une centaine d'allers-retours. Tout cela, c'est le concessionnaire qui le paye.
Coca-Cola lui impose son cahier des charges, ses normes de qualité, selon les critères fixés à Atlanta. Coca-Cola contrôle aussi ses produits discrètement sur les lieux de vente. L'embouteilleur accepte sans broncher puisque l'affaire est rentable. 6 centimes par bouteille, avoue-t-il, bien plus selon certains professionnels. En tout cas, foi de Coca-Cola, c'est la confiance qui règne. La relation avec nos concessionnaires doit être comme ça. Et il n'y a pas de développement possible sans cette compréhension mutuelle des objectifs et sans qu'on ait la même ambition. La même ambition qui est de vendre plus à plus de consommateurs. Un beau discours, plein de bons sentiments, mais ces objectifs, c'est Coca-Cola qui les fixe, bien sûr. L'embouteilleur a bien peu d'armes pour exiger quoi que ce soit. En Côte d'Ivoire, la consommation de Coca-Cola est de 11 bouteilles par habitant et par an. Un chiffre sur lequel chaque responsable local sera jugé. 11 bouteilles, c'est 3 fois moins que la consommation de bière. Il faut donc faire mieux, et ce n'est pas Abidjan qui décide, c'est Atlanta. Notre stratégie pour tout le continent africain, et pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est de doubler la croissance du volume des ventes d'ici à l'an 2000. Cela signifie une croissance annuelle de 15% en Afrique au cours des 5 prochaines années. Et pour atteindre l'objectif, les stratèges américains n'ont qu'un mot à la bouche, disponibilité. La bouteille doit aller partout. À Trècheville, un quartier populaire d'Abidjan, les vendeurs s'affairent dès 6 h du matin autour de leur chariot. Tous aux couleurs de Coca-Cola. Une vraie publicité ambulante et gratuite. Ils sont 400 à sillonner la ville tous les jours. Siaka Diallo a acheté 100 bouteilles pour 130 francs, glace comprise. S'il vend la totalité du stock dans la journée, il empochera 40 francs de marge, bien plus que le salaire minimum ivoirien. Mais il lui faudra pour cela travailler jusqu'à 18 h. Un vendeur motivé et qui ne coûte rien, c'est exactement ce que recherche Coca-Cola. Mais cela ne suffit pas. Pour augmenter ses ventes, la compagnie achète elle-même des glacières et des parasols et elle impose à ses vendeurs des prix très bas. Tous les commerces et les cafés qui pratiquent des prix plus élevés devront donc réduire leurs marges sous peine de perdre leur clientèle. Et Coca-Cola verra ses ventes augmenter. Cela fait partie de notre stratégie. Il faut que le produit soit disponible. Ça ne sert à rien de faire du marketing en fond quand le consommateur ne peut pas avoir le produit à portée de main. C'est un point de vente qui est pratique. Il a sa mille tables, il apprend, il peut se déplacer, il se met là où il y a du monde. Et donc, il se rapproche de nos consommateurs et il rend nos produits plus accessibles. Accessible, disponible, le refrain est connu. Et chaque responsable de le reprendre à son compte dès qu'il en a la possibilité, comme un bon élève qui récite sa leçon, qu'il soit à Atlanta ou sur la lagune, près d'Assini. En France, c'est d'abord dans les rayons des hypermarchés que Coca-Cola veut être disponible. C'est là que la marque peut toucher un maximum de consommateurs en un minimum de temps. Alors elle y envoie ses troupes, en masse, 700 commerciaux dans tout le pays. Lui se baptise merchandiser, ça fait plus chic. 2 fois par jour, il se rend au rayon boissons de l'hypermarché de Melun, l'un des 17 magasins dont il a la charge. Donc là, tous les produits de ma compagnie qui ne sont pas à leur bon emplacement, on les prend pour bien les poser à leur emplacement. Et là, mon premier travail primordial est de bien vérifier à l'approvisionnement des produits et de faire action sur le linéaire et sur les produits s'il y a des ruptures constatées. Là, on peut s'apercevoir qu'une rupture va apparaître dans quelques minutes sur ce produit-là. Donc là, mon premier travail et la première chose que je dois faire là tout de suite, c'est d'approvisionner ce linéaire pour qu'il soit toujours accessible à la clientèle. C'est-à-dire, un client vient, il doit avoir son produit tout de suite quand il le désire. Est-ce que c'est vraiment votre rôle de faire ce travail-là ? C'est mon rôle comme tout commercial qui va dans un magasin et qui ne voit pas son produit dans l'espace de vente, demande pourquoi son produit n'est pas là et son produit ici il est en réserve.
et ben, il recharge parce que le produit il se vend dans le magasin, il ne se vend pas en réserve. Tout simplement. Le Coca-Cola est un produit d'achat d'impulsion, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas marqué sur sa liste de courses. La consommatrice n'a pas marqué Coca-Cola mais boisson. Et une consommatrice moyenne reste 20 secondes dans un linéaire soft drink. Donc nous on dit toujours le premier vu, premier prix. Donc il est bien évident qu'avec la couleur de notre marque et les palettes chargées au complet, nous serons les premiers vus, premier prix. Un mur de bouteilles de 18 mètres de long en plein centre du magasin, 60 000 litres à écouler en 15 jours, des remises de prix, des cadeaux à gagner. Coca-Cola organise chaque année des centaines d'opérations de ce type pour être toujours aux premières loges face aux consommateurs. 11% des gens qui entrent dans un hypermarché ont l'intention d'acheter du Coca-Cola. Dès lors qu'on a une mise en avant, ce chiffre se transforme en 20% d'achats. Il est clair que nous avons tout intérêt à développer ce type d'opération et ça représente effectivement un volume important dans notre activité. C'est plus intéressant pour vous d'être en dehors du rayon boisson que de rester dans le rayon boisson? C'est ce qu'on cherche. On cherche des opportunités additionnelles au rayon qui parfois est un petit peu réduit. La contrainte de place est la même pour tout le monde, donc on cherche des opportunités additionnelles. Et ici, en allée centrale, c'est une opportunité assez fabuleuse. Et c'est facile d'obtenir des opérations comme ça des grands distributeurs? Elles sont très prisées, ces places-là sont très prisées de l'ensemble des secteurs, des départements du magasin, donc c'est assez difficile. Et cela coûte cher, car les grandes surfaces n'offrent pas leur mètre carré gratuitement. Aucune somme n'est rendue publique, mais pour cette opération, Coca-Cola a sans doute dû verser plusieurs dizaines de milliers de francs, à multiplier par le nombre d'hypermarchés en France. Coca-Cola a vraiment une puissance financière phénoménale parce qu'ils sont en pleine phase d'investissement. Ils mettent environ chaque année sur la table 100 millions de francs. En 93, ça n'était que 30 millions, mais maintenant c'est 100 millions de francs pour la chaque publicité. Année, uniquement pour la publicité. Et par ailleurs, ils investissent beaucoup en promotion, des vélos à gagner, des scooters, il y a des promotions gigantesques dans les grandes surfaces. Et on estime qu'environ 1 franc investi en publicité est relayé par 1 franc investi en promotion, ce qui fait à peu près 200 millions de francs. Vous imaginez, ça correspond à peu près au chiffre d'affaires d'une société de 200 personnes. C'est gigantesque. La publicité, l'arme privilégiée de Coca-Cola. Une arme massive avec un message unique, buvez dans toutes les langues, buvez toujours davantage. Toujours Coca-Cola. Chez Coca-Cola, la publicité est gentille, agréable, sympathique, drôle. L'entreprise est une entreprise guerrière. Ce sont des tueurs, ils aiment la concurrence à condition qu'elle n'existe pas. Et ils font tout pour l'éliminer. Et les moyens qu'ils ont en tant que leader mondial leur permettent d'éliminer la concurrence là où ils veulent. Par exemple, ils rentrent dans un café en proposant un petit réfrigérateur, une petite armoire dans lequel il y a des bouteilles où il y a des cannes de Coca-Cola. Pour avoir ce réfrigérateur, il faut avoir, bien entendu, l'interdiction de mettre tout autre produit concurrent dans ce réfrigérateur. Bien. Vous voulez monter un festival comme les Francopholies à La Rochelle, par exemple, vous avez besoin d'argent, Coca-Cola dit pas de problème, je peux vous aider, 1 million, 1,5 million, etc. Mais il y a des conditions à ça, bien entendu, c'est d'avoir une espèce de leadership local au niveau de la publicité et qu'on n'arrive pas à avoir des parasols de marques concurrentes, etc. En 1989, Atlanta rachète à Pernod Ricard la concession de Coca-Cola en France qu'elle lui avait confiée après la guerre. Coût 1 milliard de francs. Motif ? Pernod Ricard ne ferait pas les efforts nécessaires pour vendre Coca-Cola, d'autant que le français exploite aussi une marque concurrente, Orangina. Insupportable pour les Américains. Désormais, ils produiront et distribueront eux-mêmes leurs petites boîtes rouges. Résultat, la consommation moyenne par habitant et par an est passée en France depuis 1989 de 7 à 17 litres. Même si nous sommes loin derrière les Allemands, 45 litres, ou les Américains, 80 litres, le Coca-Cola devrait cette année devenir la boisson la plus vendue en France, devant l'eau d'Évian. Tout cela dépend en fait de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait pour distribuer le produit en France. Nous n'avions pas, par le passé, un produit disponible partout et le prix était aussi trop élevé. C'est ce que nous avons changé. Je ne pense pas que le consommateur français soit différent. Améliorer la disponibilité du produit, c'est l'une des raisons de la croissance de nos ventes au cours des 5-6 dernières années. Les Français, en fait, ils aiment autant le Coca-Cola que les autres. Quant à savoir si cette percée sur le marché français est rentable, c'est une autre affaire. Coca-Cola désaltère le mieux.
Est-ce que Coca-Cola gagne de l'argent aujourd'hui en France? Nous sommes bénéficiaires aujourd'hui en France. Et nous ne publions pas nos chiffres parce qu'ils sont consolidés. Nous sommes une filiale. Est-ce qu'on peut savoir combien vous rapporte une bouteille, une boîte de Coca-Cola? Non, on ne dit pas ça. Les consignes sont strictes. En fait, Coca-Cola est parfois prêt à perdre de l'argent dans un pays s'il s'agit d'y gagner à tout prix des parts de marché. Et personne n'en saura rien. Au siège d'Atlanta, on affiche seulement les bénéfices globaux, tous pays confondus. 15 milliards de francs en 1995. De quoi réjouir les 225 000 actionnaires. L'action Coca-Cola a gagné 46% l'an dernier à Wall Street, un vrai jackpot. Ne manquait plus qu'un temple à la gloire de Coca-Cola. En 1990, la compagnie s'est donc offert un musée en plein centre d'Atlanta pour y retracer son histoire. La fontaine à soda n'est pas d'époque, juste une réplique, avec un serveur sympathique et blagueur qui récite son texte. Et un coca servi au verre, comme au début du siècle. Une chaîne d'embouteillage, elle aussi factice, pour évoquer l'envers du décor. Chaque année, 1 million de visiteurs viennent ici parcourir le monde merveilleux de Coca-Cola. Et à chaque pas, Coca-Cola vous rappelle son succès, jusqu'à comptabiliser les bouteilles vendues dans le monde depuis le tout premier jour. Ce jour-là, ils en étaient à près de 5000 milliards. Prenez tous les Coca-Cola produits à ce jour, mettez-les dans les petites bouteilles classiques, vous savez, la magnifique bouteille Coca-Cola. Mettez ces bouteilles bout à bout et vous irez de la Terre à la Lune, aller-retour 1045 fois. Le musée a évidemment son rayon souvenirs, des centaines de souvenirs. Tout se vend à tous les prix, pourvu qu'il y ait du rouge vif quelque part et que la marque soit bien apparente. Une marque que 94% de la population mondiale reconnaît aujourd'hui. Un record. Seule l'expression « OK » fait un meilleur score, paraît-il, mais une expression n'a jamais rien rapporté à personne. À chaque fois, en revanche, qu'un visiteur repart avec quelques gadgets en poche, Coca-Cola fait quelques petits bénéfices supplémentaires. Mais si le visiteur a payé 20 francs son ticket d'entrée, c'est d'abord pour déguster. Des fontaines géantes, un peu d'électronique et du Coca-Cola à volonté. Toute la gamme est disponible pour que chacun trouve son bonheur dans le gobelet de son choix. Mais qu'on ne s'y trompe pas, si le lieu se donne des airs de parc d'attractions, Coca-Cola dispose surtout d'un magnifique support publicitaire qui, en plus, lui rapporte de l'argent. Exceptionnel. Après cette magnifique expérience ici dans le monde de Coca-Cola, les visiteurs se rappelleront longtemps notre merveilleuse boisson. Et en rentrant chez eux, ils en achèteront encore plus. La dégustation, gratuite, en Afrique aussi, c'est ce que Coca-Cola a trouvé de mieux pour séduire le jeune public. Une première au lycée classique d'Abidjan. Un véritable événement, car pour une partie des 3000 élèves, une bouteille vendue 2 francs à la buvette, c'est déjà trop cher. C'est la récréation, chacun veut se servir, alors voilà, on est un peu débordé. Ça arrive souvent des dégustations comme ça? Oh non, c'est rarement que cela arrive. Alors vous comprenez bien l'engouement que cela suscite. Hein? Un engouement pas toujours facile à canaliser. Rien de cassé. La dégustation est juste allée un peu plus vite que prévu. 120 bouteilles en 20 minutes. Pas de doute, c'est un succès. Mais pour les délégués de classe de tout le lycée, c'est un coup porté à la bonne image de l'établissement. Qu'à cela ne tienne, Coca-Cola organisera pour faire plaisir à ses consommateurs une deuxième dégustation gratuite.
Toutes ces opérations promotion, toutes ces publicités sont payées pour moitié par la compagnie, pour moitié par l'embouteilleur local. C'est la règle imposée par Atlanta. Car chacun est censé en profiter, l'embouteilleur vendra plus de bouteilles et Coca-Cola plus de concentré. Impossible de l'ignorer. À Abidjan, comme dans toutes les grandes villes du monde, la marque veut attirer le regard. Présente sur tous les fronts, avec une préférence pour la musique et pour le sport surtout. Appelez ça sponsoring ou parrainage, le résultat est le même. Vous n'échapperez ni aux banderoles, ni aux t-shirts. Sur la place Ernesto Djedje pour un match de quartier. En France, dans 2 ans pour la Coupe du Monde de football. En Afrique du Sud pour le rugby, au Pakistan pour le cricket. Qu'importe l'événement, pourvu qu'il y ait de nouveaux consommateurs à séduire, c'est bien là l'objectif. Des événements plutôt que des équipes, parce qu'une équipe qui perd, ce n'est jamais très bon pour l'image de marque. Et Coca-Cola n'a rien du généreux mécène. Lorsqu'il débourse des millions de francs pour parrainer le Tour de France, c'est pour toucher le public le plus large en été, pas pour soutenir le cyclisme. Des événements, du plus petit au plus grand, et des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. The 1996 Olympic Games to the city of Atlanta. Atlanta, ville olympique. Atlanta, repeinte depuis plusieurs semaines déjà aux couleurs de Coca-Cola. Car si la compagnie parraine les Jeux depuis 1928, jamais elle n'a encore pu le faire à domicile. Mais promis juré, le comité d'organisation l'affirme, tout ceci n'est que pure coïncidence, bien sûr. En 1990, les représentants des autres villes candidates qui étaient déçus d'avoir perdu avaient besoin d'une excuse valable, et ils ont trouvé Coca-Cola. Mais c'est faux, Coca a soutenu notre projet comme il a soutenu les projets de toutes les autres villes candidates. Non, la vérité est que nous avons obtenu l'organisation des Jeux à la loyale. Les perdants avaient juste besoin d'une excuse pour expliquer leur défaite. C'est vrai, rien n'est prouvé. Mais tout de même, quelle aubaine pour une marque qui s'est toujours montrée très généreuse à l'égard du Comité international olympique et qui figure évidemment sur la liste des 10 sponsors officiels. Pour avoir le droit d'utiliser les fameux anneaux n'importe où dans le monde pendant 4 ans, Coca-Cola a dû débourser 200 millions de francs en 1984. C'était 20 millions. Cette publicité sera diffusée sur la chaîne de télévision NBC, qui retransmettra les Jeux aux États-Unis. Coca-Cola lui a versé 340 millions de francs, à raison d'1,5 million le spot de 30 secondes, avec une exclusivité pour les boissons non alcoolisées. Coca-Cola n'aime pas partager. Et ce n'est pas tout. La compagnie a voulu aussi bâtir un parc d'attractions, juste pour la durée des Jeux. Un parc de 5 hectares en plein centre-ville, plus de 100 millions de francs d'investissement. Pour 60 francs, le supporter visiteur pourra s'initier à différents sports, se mesurer à des athlètes connus grâce à des jeux interactifs, assister à des spectacles et bien sûr, boire du Coca-Cola. Une vitrine idéale pour la marque, une vitrine qui sera détruite au mois de septembre. Je ne sais pas si ce parc Olympic City s'est monté parce que nous sommes à Atlanta, ici, chez nous. Coca-Cola est présent aujourd'hui dans 195 pays, donc il y a beaucoup d'endroits dans le monde où nous sommes chez nous. C'est certainement particulier ici à Atlanta, mais c'est quelque chose que nous pensons aussi faire dans d'autres villes olympiques à l'avenir. À peine arrivée à Los Angeles le 27 avril dernier, la flamme olympique, elle aussi, tombe entre les mains de Coca-Cola. En 84 jours, elle va parcourir 24 000 km et traverser 42 États différents. Et Coca a payé près de 60 millions de francs pour être le sponsor numéro 1 sur tout le tracé. L'occasion était trop belle, les coureurs qui se relaient de jour en jour attirent la grande foule au bord des routes, ils attirent aussi les caméras. Et le tracé a été spécialement étudié pour que 90% de la population américaine soit à un moment ou à un autre à moins de 2 heures de voiture de la torche. Coca-Cola peut ainsi associer son nom à de grands moments d'émotion et de générosité avec une audience maximum. Tout cela n'a plus grand-chose à voir avec l'olympisme, mais pour Coca, les Jeux d'Atlanta sont avant tout l'une des plus grosses opérations de marketing de son histoire. Pour un montant qui oscille selon les estimations entre 1
et 2 milliards de francs. Atlanta, c'est comme si vous disiez Reims pour le champagne, ou Wilmington pour Dupont de Nemours, c'est la ville de la religion Coca-Cola. C'est le Vatican du Coca-Cola. Donc un événement mondial, jeune, sportif, œcuménique a lieu là, vous devez en être pratiquement leur grand ordonnateur. Mais le coût de cette opération pour Coca-Cola, si vous le divisez par le nombre de bouteilles diffusées dans le monde, est infinitésimal. Donc il faut toujours ramener ce chiffre, ou en fin de combien ça coûte par bouteille? 1 centime, rien. Donc ça leur coûte 10 fois moins cher que n'importe quelle autre marque qui voudrait sponsoriser Atlanta. Non pas en montant global, mais en volume de prix par produit. Alors la concurrence choisit d'autres armes. En avril dernier, Pepsi repeint un concordant bleu pour dévoiler sa nouvelle couleur, sa nouvelle image de marque. Événement très médiatisé, d'autant que la marque s'associe avec quelques stars, top modèles ou tennisman, qui adorent évidemment boire Pepsi. Coût du changement de look, 2,5 milliards de francs. Pepsi, le challenger qui vend une bouteille quand Coca en vend 4. Un challenger qui a une obsession, tout faire dans ses publicités pour qu'aux yeux des jeunes consommateurs, Coca-Cola apparaisse comme l'institution démodée. Ici, il met en scène 2 chimpanzés dans un laboratoire. L'un boit Coca, l'autre Pepsi. 6 semaines plus tard, le premier ne fait que ce qu'on lui demande de faire, l'image de la tradition. Le buveur de Pepsi, lui, s'est échappé de sa cage. L'image de la liberté, de l'anticonformisme. Pepsi, c'est plus jeune. Et Coca-Cola minimise évidemment l'adversaire. Pepsi, un grand concurrent, un parmi beaucoup d'autres. En France, qui est notre principal concurrent? L'eau minérale. Quand vous parlez concurrence, la liste est longue. Le café, le thé sont des concurrents. Et même l'eau du robinet est un concurrent. Mais quoi qu'en disent ses dirigeants, Coca-Cola jouera bien autour de ce stade une partie décisive le mois prochain. Car c'est aux États-Unis que Pepsi, avec 1/3 du marché, se montre le plus menaçant. Et Coca en est persuadé, la couverture médiatique record de l'événement olympique dopera ses ventes dans les mois qui suivront. Mais le combat ne s'arrêtera pas sitôt la flamme repartie vers Olympie. D'ailleurs, Coca-Cola a déjà signé un contrat de parrainage de 200 millions de francs pour les Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000.